On a essayé de chercher des exemples de personnes qui vraiment se sont démarquées dans leur vie, dans leur quotidien, par leur implication dans leur communauté. C'est nos super-héros là, de l'exposition. Là. C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée! Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je vous donne un peu de pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour. Ce goût, donc, qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour à tous, je suis Charlène Petit et aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial puisqu'il a été enregistré au Musée de la Civilisation de Québec en compagnie de Joanne Lacoste et Luc Saint-Amand, les concepteurs de l'exposition Générosité, droit au cœur. C'est bien la première fois que j'ai vu de mes yeux la philanthropie entrer au musée et cela m'a beaucoup intriguée de savoir comment cette institution s'y était prise pour en faire un sujet grand public. Vous allez donc découvrir les coulisses de cette exposition événement, des objets insolites, mais aussi un petit bout de l'histoire de la philanthropie au Québec et les 5 principales formes de générosité qui constituent ce qu'on appelle la culture philanthropique. Bonne écoute! Joanne Lacoste, Luc Saint-Amand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement chargé de projet d'exposition et conservateur au Musée de la Civilisation de Québec, où nous enregistrons présentement cet épisode. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter? Oui, alors moi, c'est Joanne Lacoste. Je suis muséologue, chargée de projet aux expositions ici au Musée de la Civilisation depuis presque 5 ans. Je travaille dans le milieu depuis environ une douzaine d'années. Alors, avant d'arriver au musée, j'ai fait quelques projets à titre contractuel avant de pouvoir arriver à Québec parce que je suis de la région de Montréal. Donc, grand changement. Et écoute, depuis que je suis ici au musée, j'ai fait plusieurs projets, mais plus des installations, des animations avec les enfants. Et l'exposition Générosité, je peux dire que c'est vraiment le premier grand projet là, que j'ai eu, là, dont on m'a offert l'opportunité là, de concevoir et de produire au musée. Luc Saint-Amand, conservateur. Je suis de retour au musée depuis 3 ans et demi. J'avais travaillé au musée à l'époque comme guide et préposé au renseignement à la fin des années 90, alors que je terminais mon diplôme de 2e cycle en muséologie. Entre les deux, il y a eu un passage dans 4 ou 5 institutions muséales du Bas-Saint-Laurent à titre de professionnel, notamment de directeur là, de certaines de ces institutions-là. Alors, nous allons parler de l'exposition Générosité, droit au cœur, qui a été inaugurée à l'automne 2021 et qui s'apprête à fermer ses portes le 2 octobre prochain. Une exposition sur la générosité, ça n'a jamais été vu ailleurs, non? Écoute, avant de débuter le projet, j'avais fait une recherche là, pour voir si il y avait quelque chose qui avait été fait ailleurs, que ce soit ici au Québec, au Canada ou ailleurs sur la planète. J'ai trouvé quelques petites expositions. C'était surtout des expositions sur, entre autres, l'histoire, par exemple, des institutions pour la maladie mentale, etc. Plus des institutions de ce type-là que les entre autres, les religieux avaient bâti. Souvent, des expositions qui étaient vraiment ciblées historiques, toujours au niveau, je dirais, de la charité. Donc, c'était vraiment là, le fil conducteur. Par la suite, ce que j'ai trouvé, c'était surtout, des petites expositions, je dirais, des groupes communautaires et ces choses-là. Mais de là à dire, dans un musée comme tel, où le sujet est générosité, puis d'une certaine ampleur, là, j'ai vraiment pas trouvé grand-chose, si ce n'est rien du tout.
Il y a quelques mois, il y a un membre de la Fondation Bill Gates qui est venu nous visiter au musée. Il venait principalement pour l'exposition Homerd. Il a décidé de visiter les autres expositions et lors de son départ, il nous a envoyé un message remerciant le musée de l'avoir accueilli et qu'il avait été vraiment impressionné par l'exposition Générosité droit au cœur parce qu'il nous expliquait dans son courriel qu'à la Fondation Bill Gates, ils ont une petite exposition qui a comme thème la philanthropie et que plusieurs concepts que nous avions traités dans l'exposition Générosité se retrouvaient dans leur exposition. Mais je crois que l'exposition Bill Gates porte plus sur la philanthropie au niveau monétaire. Donc, c'est finalement un exemple qui me vient en tête là, qui serait hors Canada. Habituellement, la générosité gravite plutôt autour du musée à travers des appels aux dons. Et là, c'est la première fois que la générosité rentre dans une salle d'exposition. Alors, parlez-nous un petit peu du contexte et des objectifs poursuivis à travers ce projet. Bon, l'idée de l'exposition est venue il y a quelques années à cause qu'on a eu un don important des Sœurs de la Charité de Québec. Là, a commencé à germer cette idée-là d'avoir une exposition sur le thème de la générosité ou du don de soi. Mais ça, on parle de là, plusieurs années. Moi, le mandat m'a été donné en janvier 2020. On m'a dit, Joanne, ça te tente-tu de faire une exposition sur la générosité? J'ai dit, pourquoi pas? Beau défi. Cette année-là, je n'ai pas pu débuter le mandat en janvier 2020 parce que j'étais chargée de projet pour les activités de la relâche scolaire. Donc, on s'est dit, moi et l'équipe, on va débuter vraiment tout ça après la relâche, là, au mois, à la mi-mars. Donc, on avait eu une petite rencontre d'équipe au mois de février, puis on se disait, comment est-ce qu'on va envisager le projet? Comment est-ce qu'on peut faire intéresser la générosité pour nos visiteurs? Parce que c'est pas nécessairement un sujet de l'amour ou qu'on va parler à toute heure du jour. Un sujet mainstream, on va dire. Oui, exactement. C'est pas avoir une exposition de pharaon ou de exposition blockbuster, comme on l'appelle dans le jargon. Exactement. Bon, le mois de mars arrive et là arriva ce qui arriva. Tout a arrêté dû au COVID. Suite à l'arrêt et tout ça, l'équipe, on s'est rencontrés par Teams parce que là, on est confinés à la maison. Et là, on voyait dans les journaux, dans les nouvelles, tout ce qui défilait sur le fait que là, tout était arrêté, dont tous les banques alimentaires, les bénévoles ne pouvaient pas y aller dû à leur âge. Il n'y avait plus de bénévolat, de gens qui s'impliquaient dans leur communauté, mais il y avait des ratés ou des choses malencontreuses qui arrivaient. Puis là, on s'est dit, finalement, c'est un sujet important. C'est là que le déclic s'est fait, puis qu'on s'est dit, générosité, c'est un bon sujet parce que on s'est donné comme but de montrer aux gens, regardez, la générosité, c'est autour de nous, on ne le voit pas, mais il est partout. Et grâce à ça, il y a plusieurs secteurs de notre société. S'il n'y avait pas de bénévoles, s'il n'y avait pas de dons monétaires ou de dons d'argent, mais ça ne fonctionnerait pas. La COVID était un peu l'ennemi invisible, la générosité était l'ami invisible. Oui, on peut dire ça. Fait que c'est de là que il y a eu vraiment mobilisation de l'équipe. On n'était pas une grande équipe. Le noyau, c'est 5 personnes. Puis c'est à partir de là qu'on a vraiment déclenché le projet. Puis on a été, je dirais, habité de cette importance-là pendant tout le temps de la conception puis de la production du projet. En tant que conservateur, responsable donc de l'élément objet, c'est
sous-objectif qu'on s'est donné aussi en équipe. La plupart de nos collections reposent sur des dons d'objets, donc des gens qui ont des objets et qui désirent perpétuer dans le fond. Et ce qu'on voulait, ça a été un des défis, c'est que c'est un sujet qui est très abstrait. On voulait démontrer, ça a été de faire une recherche pour voir comment on pouvait utiliser les objets, quel type d'objet pouvait montrer ces éléments d'abstraction, donner du temps, par exemple, c'est pas nécessairement très visible là, en termes d'objets, mais on tenait à ce que ce soit le plus possible des objets de nos collections pour illustrer aussi le fait de l'importance de la donation et d'un autre type de philanthropie, là. Donc, c'est un autre objectif qu'on avait là, qui était important, là. Donc, si je comprends bien, l'épidémie a été un peu on va dire, un prétexte et un élément moteur pour éduquer le grand public à la philanthropie? Tout à fait. Puis, dans le COVID là, qui battait son plein, on se disait, oui, on veut faire cette exposition-là pour montrer cette importance-là, mais aussi faire réfléchir la personne qui vient visiter l'exposition, réfléchir sur elle, qu'est-ce qu'elle fait dans sa communauté, comment elle s'inscrit dans la culture philanthropique de sa communauté, de son entourage, et aussi comment elle s'inscrit dans cette espèce de grande histoire-là de notre culture philanthropique ici au Québec. Fait qu'il y avait cet objectif-là qu'on voulait atteindre. Puis l'autre chose, c'était aussi de motiver les gens. Donc, quelqu'un qui a fait le tour de l'exposition, qui a réfléchi, qui regarde tout ça, puis qui se dit à la fin, mais moi, là, en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je pourrais faire? Nous, c'était pas une attente que la personne fasse ça immédiatement, mais que dans sa tête, il y ait un cheminement qui se fasse puis qui pense à ça. Fait que, tu sais, ça peut être un peu... moi, je suis une grande idéaliste, mais je me dis, s'il y a juste quelques personnes que ça touche puis qu'il y ait ce questionnement-là, je pense que l'exposition a atteint son but. Un élément qu'on souhaitait aussi, c'est que souvent dans les médias, la philanthropie est associée aux dons monétaires presque exclusivement. Puis on voulait montrer et faire découvrir aux Québécois que c'est pas parce qu'on a souvent... Il y a des comparaisons entre ce qui se fait au niveau des dons monétaires entre les différentes provinces et tout ça, puis on voulait montrer aux gens, c'est pas parce qu'au Québec, on a une culture qui est peut-être différente un peu et qui fait qu'on donne moins d'argent, qu'on a moins de culture philanthropique. C'est juste qu'on en a une, mais elle est différente de celle de nos voisins des autres provinces ou des États-Unis, par exemple. Effectivement, ça fonctionne très bien. On a l'impression qu'on nous tend un miroir, quoi, le miroir de notre propre engagement. Donc, on ressort effectivement avec plein de questionnements et puis ça nous permet de positionner notre curseur dans chacune des catégories, puisqu'on va y revenir. La culture philanthropique se compose d'une multitude de gestes philanthropiques. Donc, en tout cas, c'est très réussi. Il y avait aussi cette volonté de faire du bien dans une période assez sombre de l'actualité. Oui, ça aussi. Ça, c'était c'était un des objectifs d'équipe. On voulait que ça soit pas une exposition sombre. Parce que, bon, il y a comme une tendance au niveau design où les lumières sont basses, on met beaucoup d'importance sur les objets et tout ça. Mais là, on voulait voir la pièce, on voulait qu'elle soit éclairée, colorée. Il y avait vraiment ce désir-là parce que, bon, avec la fermeture de tous les musées, les lieux d'exposition, les lieux les lieux de plaisir, le cinéma, théâtre et tout ça, on se disait, quand les gens vont sortir de chez eux, ils vont vouloir retrouver des endroits plaisants, paisibles et tout ça. Pour venir chercher un peu aussi le côté sensible de notre visiteur. Donc, on a fait appel à une autrice pour des textes qu'on peut retrouver dans l'exposition. Petit dialogue là, que les visiteurs peuvent suivre. C'est une petite histoire. On a fait appel à un peintre muraliste pour nous faire une grande murale. La même chose, on a communiqué avec un auteur-compositeur de musique. Donc, la trame sonore a été créée pour Générosité. Et aussi, il y a des grandes photographies de main. Donc, on a fait appel au talent d'une photographe. Donc, il y avait quelque chose de vraiment important dans toute l'atmosphère
de l'exposition pour que, dès son entrée, le visiteur se sente engagé de façon émotionnelle, parce que la générosité et tout ça, bien, ça part du cœur. Donc, on voulait vraiment trouver des dispositifs pour aller chercher cette sensibilité-là. Et on ne voyait pas dans le numérique ça. On voyait vraiment dans l'œuvre artistique. Même au niveau des objets, on a fait attention aussi à ce que le visiteur se sente bien, surtout pour la partie don corporel, où on s'est dit, compte tenu de l'ambiance et tout, on ne voulait pas arriver avec des objets qui pouvaient être rébarbatifs, parce qu'on ne veut pas, certains voir une seringue, par exemple, ou même juste la petite glacière là, pour le transport des organes. Ça aurait pu rebuter certains visiteurs. Donc, à ce moment-là, on est allé vraiment vers des objets qui étaient peut-être plus théoriques ou une représentation du geste, du don de la main. Donc, avec quoi on fait ce geste-là ou un élément qui peut représenter la main, bien, les gants, les mitaines. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces objets-là pour représenter cependant que c'était l'ensemble de la population qui pouvait être touchée par un objet comme ça, bien, par ce geste-là. Bon, on a choisi des gants et des mitaines qui étaient soit pour des petites mains d'enfants, des mains d'adultes, des mains de personnes âgées, des gants très usés, des gants de sport. Donc, on a essayé d'avoir de quoi pour représenter la variété de la population, mais toujours en essayant d'y aller davantage du côté symbolique pour pas heurter certaines personnes aussi et faire en sorte d'avoir d'être contre-productif là, par rapport à notre espoir, dans le fond, que les gens se sentent bien dans l'exposition. Là. Comment parvient-on à faire de la philanthropie un sujet grand public ? Et je vous pose la question avec d'autant plus d'intérêt que c'est la mission que je me suis donnée à travers ce podcast. Une des choses qu'on disait souvent, c'est qu'on ne voulait pas faire de nos visiteurs des experts en culture philanthropique. Déjà, dire culture philanthropique, les gens ils disent de qu'est-ce que c'est ça? Je me l'ai fait dire. Donc, il fallait vraiment là, y aller avec un vocabulaire qui était très simple. Dans l'exposition, on a voulu parler plus des grands concepts en arrière des gestes philanthropiques. Parce que tomber dans le fait de nommer des organismes et tout ça, écoute, c'est exponentiel. Puis c'était pas notre but non plus. On n'est pas une foire d'organismes communautaires ou quoi que ce soit. On s'est donné comme but, c'est d'expliquer les grands concepts qui sont en arrière de tout ça. Donc, expliquer le don monétaire, l'entraide et tout ça. On a utilisé les artistes qui viennent toucher le cœur. Donc, il y avait quelque chose d'important là-dedans. Donc, quelque chose d'aller dans le sensible. Les objets qu'on a utilisés c'est des objets familiers. Le visiteur se reconnaît à l'intérieur de tout ça. C'est sûr qu'on a utilisé des textes courts. J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un, une rédactrice qui avait très bien compris où on s'en allait avec ça. Elle m'a fait des textes avec un vocabulaire très clair que c'est facile à comprendre. Donc, il y avait cette importance-là. L'autre chose aussi, on n'a peut-être pas utilisé du numérique, des applications et ces choses-là. Par contre, on a utilisé l'interview. Le témoignage. Donc, on a 10 témoignages de personnes qui, dans leur vie, donnent à l'autre. Encore là, le visiteur, devant ces personnes-là qui leur fait un témoignage, il y a encore une sensibilité qu'on vient chercher. Donc, on essayait vraiment d'aller chercher l'intelligence sensible de notre visiteur dans ce cas ici, là, plus pour une genre d'aller chercher son expérience intérieure. C'est aussi un peu une question de vocabulaire, parce que ce que je comprends, c'est que délibérément, vous n'avez pas choisi le mot philanthropie dans le titre de l'exposition. C'est comme si la générosité, finalement, parlait à tout le monde et la philanthropie, pas du tout. Cette difficulté, finalement, de s'approprier ce mot, on la retrouve dans la quête d'un enfant, Butchou, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, qui part à la découverte de la générosité et qui constitue vraiment le fil conducteur de l'exposition. Et ça prend la forme donc de dialogue avec ses proches. Alors, il est tantôt pamphitrophe, l'amphitrope, philanthrope. Donc, il y a un peu un jeu autour des sonorités, de l'orthographe de ce mot un peu barbare que souvent on ne sait pas écrire d'ailleurs.
Écoute, ça, c'est Isabelle Hubert, l'autrice avec qui nous avons travaillé, qui a proposé ce concept-là. Nous, quand j'avais rencontré Isabelle, j'avais dit, écoute, j'aimerais avoir un fil conducteur. Je veux avoir quelque chose que le visiteur va pouvoir lire. Ça résume un petit peu, mais simplement, ce qu'il va voir par la suite. Surtout qu'ici au musée, on reçoit beaucoup d'enfants. Donc, tu sais, avoir un langage simple et tout ça, et elle est arrivée avec ce concept-là qu'on a tous adoré. Le concept du biscuit au chocolat? Oui, bien, juste de l'enfant qui va à la quête, puis qui cherche, puis c'est ça. Ce que j'aimais là-dedans, c'est que l'enfant représente un peu le visiteur qui se demande, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis qu'il découvre, comme un enfant découvre des nouvelles choses. Puis, tu sais, avec encore là, un vocabulaire un peu d'enfant, avec son grand-père, avec son père, donc avec les gens de son entourage. Puis, les adultes qui essaient d'expliquer c'est quoi la philanthropie. Puis, ça montre qu'on a chacun a un peu une idée de ce que c'est. Cette quête-là de l'enfant permet de démontrer un peu aussi le passage générationnel. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'éléments de la philanthropie qui se font justement par le transfert d'une génération à une autre, le parent qui va montrer à son garçon. Par l'exemple, moi, je m'implique dans telle chose, une occasion va se présenter, l'enfant va faire quelque chose de similaire. En tant qu'adulte, on a aussi une responsabilité de faire en sorte que le monde soit meilleur, et quelque part, ce qu'on souhaite pour nos enfants. Et, bien, dans le fond, le passage générationnel de cette culture-là, bien, doit se faire, justement, là, aussi. Là. Fait que c'est un élément que je trouve intéressant là, par rapport à cette histoire. Alors, on va parler à présent un petit peu plus du contenu de l'exposition. Celle-ci débute par une chronologie qui amène l'idée de transformation de la charité en générosité au fil des siècles. Est-ce que vous pouvez nous en résumer les étapes clés et le découpage historique? On débute la ligne de temps avec l'arrivée des premiers colons européens, donc les colons français. Donc, ils sont arrivés ici avec finalement... avec toute cette idée-là d'une nouvelle terre promise, mais il y avait toute cette idée, parce qu'ici, ça a été colonisé, oui, par nos colons, mais aussi par les communautés religieuses. Donc, il y avait toute cette question de moralité, de religion et charité chrétienne. Par la suite, après la conquête, là, c'est les anglo-saxons qui sont ici. Eux, avaient une autre façon de vivre la philanthropie, qui est plus une philanthropie privée. Des gens qui ont des sous et qui vont aider les gens. Donc, c'est pas nécessairement communautaire. Là, on va avec des gens qui... plus une générosité, j'allais dire, un peu personnelle, ces choses-là. Veut pas. Les gens francophones ici, les Français, les Canadiens français qui vont avoir des sous, vont aussi participer à ce type de générosité-là. Par la suite, on va voir qu'il va y avoir des déplacements de personnes. Donc, au milieu du 19e siècle, c'est l'industrialisation, on pourrait dire la misère des villes. Donc, on va voir qu'il y a des communautés religieuses qui vont organiser finalement des institutions. Donc, le début des orphelinats, des lieux pour femmes seules, des vieillards. Donc, ça vient finalement accompagner les hôpitaux qu'on avait là, depuis le début de la colonie. À la fin du 19e siècle, là, on a les bourgeois, donc beaucoup d'argent. Donc là, on commence à avoir des grands dons pour construire des hôpitaux. Les Juifs aussi qui vont être là, qui sont arrivés ici au Québec, donc des grandes familles de commerçants. On a une bourgeoisie francophone aussi qui va participer à ça, peut-être en moins
moins grande quantité parce qu'il y a il n'y a pas de grande bourgeoisie francophone, là. Mais c'est toujours des dons dirigés vers sa communauté. Les Juifs, on va penser à des institutions juives, la même chose chez les francophones et les anglophones. Et là, après ça, on va, au début du 20e siècle, on va voir une philanthropie qui va, encore là, monétaire, qui va s'inspirer des grandes fondations américaines, les Rockefeller et tout ça. Fait que, tu sais, on voit là qu'il y a comme on vient dans notre générosité, on est teinté des gens qui sont là, des gens des relations avec les autres et tout ça. Parallèlement à ça, ben là, il y a des gens qui vont s'impliquer dans des organisations. Donc, on va voir des groupements de personnes qui vont se mettre ensemble pour améliorer leur vie. Fait que là, toutes les associations, les aides mutuelles, Chevaliers de Colomb, par exemple, etc., on va voir ça. Les gens vont s'impliquer dans ce genre de choses-là. On va organiser des tombolas et... Puis plus on avance dans le 20e siècle, mais là, on voit que, bon, la religion va tomber. Donc, toutes les associations en lien avec des regroupements religieux vont être moins... tu sais, c'est la révolution tranquille. Fait que là, ce qu'on va voir à partir de là, c'est que il va y avoir des organisations citoyennes à partir des années 70 parce que, bon, il y a une grosse transformation sociale. Là, les gens se regroupent. On va voir ça beaucoup dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Ça me revient souvent parce que j'ai travaillé là-bas, mais il y a beaucoup d'organisations, des prises en charge citoyennes qui vont se faire pour accès au logement, etc. Donc, ça va évoluer comme ça. La même chose, la philanthropie monétaire, mais veut pas, des grandes fondations, j'allais dire un marketing un peu, tu sais, les gugus à vendre. Tu sais, on est là-dedans. Plus on avance, c'est maintenant, là, on voit un peu avec l'avenue d'Internet. Les gens vont maintenant se dissocier peut-être un peu plus des grandes organisations pour se dire, moi, en tant qu'individu, qu'est-ce que je suis prête à faire? Oh, je vais faire une activité, je le mets grâce aux réseaux sociaux, mais c'est possible. Fait qu'on va voir beaucoup de choses qui vont être faites par les gens. Les grandes fondations sont encore là, tout ça, mais ça se rajoute à la culture philanthropique. Donc, il y a vraiment une évolution qu'on voit, puis c'est ça qu'on a essayé un peu d'illustrer dans cette ligne du temps-là. Donc, que ça s'est transformé, on est devenu laïque, on est devenu plus humaniste. C'est plus un devoir moral, c'est un devoir d'humain vers les autres humains. Donc, finalement, c'est un peu ça, notre ligne de temps. Et dans ce voyage dans le temps, on passe des figures du quêteux et du bedeau aux super-héros de la générosité, donc autrement dit du divin au surhumain. Est-ce que Luc, tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, ben, le quêteux est une figure hyper importante culturellement parlant au Québec et c'est peut-être un des éléments qui ressortait, que tout le monde a entendu parler, dans les contes, on y retrouve aussi, dans les œuvres d'art populaires, souvent, il y a des objets représentant le quêteux. Des fois, ça peut être pour représenter le bon ou le mauvais quêteux aussi. D'ailleurs, on a 2 tableaux de Thérèse Sauvageau, un qui représente le bon et l'autre qui représente le mauvais quêteux. Mais les quêteux étaient vraiment importants dans l'optique de la morale, de la charité chrétienne que Joanne mentionnait tout à l'heure aussi, où on devait accueillir le quêteux, c'était comme le Christ qui se présentait chez nous. En même temps, le quêteux, c'est une figure qui est importante parce que souvent, il rapporte les nouvelles de ce qui se passe dans les villages environnants, parce que le quêteux, c'est un personnage itinérant dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il va se promener de village en village. Il couvrait souvent des grandes régions et ça permettait justement de rapporter les nouvelles à une époque où on n'avait pas Internet, là. Et fétiche un peu du quêteux, c'est le banc de quêteux qu'on retrouvait dans presque tous les foyers ou dans plusieurs à tout le moins. Et souvent, les gens savent, le banc en entrée, c'est un banc de quêteux, mais
on sait pas trop comment il était utilisé, puis l'exposition nous a permis justement d'en présenter un peu dans son utilité, c'est-à-dire qu'on l'ouvre pour pouvoir montrer, il couchait pas sur le banc directement, c'est-à-dire que le banc, c'est un peu comme les fameux divans-lits qu'on trouve des fois, là. Ça s'ouvrait et à l'intérieur, on mettait une paillasse. Et c'est là-dedans que le quêteux pouvait, dans le fond, passer la nuit. Un super-héros, je vais te dire ça, là, comme ça, là, toute personne qui va poser un geste de générosité est pour moi un super-héros. Mais dans l'exposition, c'est 10 personnes qui nous ont offert le témoignage. Je peux pas dire que c'est des super-héros. Je pense pas que les gens aimeraient qu'on leur dise que c'est des super-héros parce que pour eux, faire les gestes qu'ils posent, c'est comme ça fait partie d'eux-mêmes. Donc, ça fait partie de leur humanité. Donc, on a eu la chance de rencontrer vraiment... je dirais 11 personnes fantastiques parce qu'un des témoignages, on rencontre un père et son fils. Le père a donné un rein à son garçon. Donc, on a 2 personnes là, pour un seul témoignage. Mais c'est ça, c'est des gens qui viennent de plusieurs milieux. Ce n'est pas des grandes vedettes ou des gens connus nécessairement. C'est de tout âge aussi hommes et femmes. Donc, on voulait représenter que la générosité peut se vivre à n'importe quel moment de la vie et dans divers aspects aussi de la vie. Donc, on a un organisateur communautaire qui est venu nous parler de l'entraide. On a eu c'est une super infirmière qui a créé une clinique qui s'appelle SAPSA ici à Québec et qui aide... Qui donne des soins aux gens de la rue, donc les gens marginalisés. On a rencontré une jeune fille de 16 ans qui fait du bénévolat à l'intérieur de son école. Ça s'appelle la Brigade Jonathan. Alors, donc, depuis tout le long de son secondaire, elle s'est impliquée comme bénévole à l'école. On a une personne qui a donné, écoute, je me rappelle plus combien de dons de sang. 35. Puis qui, elle, dans sa vie, c'est la façon qu'elle a trouvée pour aider les gens. Donc, don de sang. On a une seule, je dirais, personnalité là, que tout le monde connaît, que plusieurs personnes connaissent, c'est M. Junot, le hockeyeur, qui s'est impliqué au niveau des communautés autochtones du Nord en créant des écoles de hockey, mais intégrées au corpus scolaire. Donc, c'est vraiment incroyable là, ce qu'il a fait. On a aussi des gens qui sont engagés depuis des années dans un lieu, une réserve naturelle. Donc, des gens qui ont fait du bénévolat au niveau du sport. Donc, on a essayé de chercher des exemples de personnes qui vraiment se sont démarquées dans leur vie, dans leur quotidien, par leur implication dans leur communauté. Donc, ça, c'est si c'est les super-héros que tu parles, c'est nos super-héros là, de l'exposition. Des gens là, qui, lors des témoignages, lors des rencontres, étaient tellement intéressants. C'est surtout pour reprendre les mots de Boutchou, qui, encore une fois, est le fil rouge de l'exposition, qui dit qu'un philanthrope, c'est un super-héros de la générosité. Vous vous êtes concentré sur les 5 principales formes de générosité qui constituent ce qu'on appelle donc la culture philanthropique. Alors, il y a le don monétaire, qui est la forme la plus populaire de la générosité, l'entraide, qui est la forme la plus accessible, le bénévolat, qui est la première expérience d'engagement, l'engagement social qui lui-même prend de multiples formes, et le don corporel, qui est la forme, on va dire, la plus taboue. Pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre l'entraide, le bénévolat et l'engagement social ? Moi, je te dirais, là-dedans, il y a une question de temps et d'engagement. De l'entraide ou de l'aide, c'est fait spontanément. Donc, c'est quelque chose qu'on fait, je te dirais, sous le coup pas de l'émotion ou de l'impulsion, mais c'est quelque chose qui est quand même assez immédiat. C'est d'aller faire un grand nettoyage suite, disons, à un coup d'eau, là. Mais ça, c'est de l'entraide.
Le bénévolat, c'est qu'il y a une forme d'engagement. Ça veut dire que tu donnes un peu plus de ton temps et tu t'engages souvent pour une période de temps à donner ton temps. Ou donner, on dit du temps dans le bénévolat, mais il y a aussi donner du talent aussi, parce que on peut donner aussi... Des compétences. Exactement. Donc, mais souvent, ça, c'est dans un laps de temps. Tandis que l'engagement social, ça peut être toute ta vie. Donc, souvent, tu vas épouser une cause étant jeune et tu vas perpétuer cela pendant très longtemps. Donc, nous, on faisait la différence entre l'entraide, le bénévolat et l'engagement sur je dirais, le laps de temps que les gens donnent de leur temps, surtout, là. Donc, c'est ça. Puis souvent, bien, c'est ça. L'entraide, c'est cette porte-là. L'entraide est facile. C'est la porte d'entrée de la générosité. Exactement. Puis après ça, bien là, souvent, bien là, il y a des gens qui vont dire, bien, je vais en donner un peu plus. Bien là, ils vont aller dans des expériences bénévoles. Puis avec ça, bien, l'engagement, mais souvent, on va s'engager pour une cause qui nous touche. C'est ça, les petites subtilités entre les trois gestes. Est-ce qu'il y a d'autres formes de générosité que vous auriez aimé traiter et dont vous avez dû faire l'impasse? Vu comme ça, là, avec le recul, là, je te dirais que peut-être l'hospitalité est un thème sur lequel je lis présentement, puis je me dis qu'on aurait pu peut-être développer cette thématique-là. Donc, encore cette idée-là d'accueillir l'autre et développer là, ce thème-là. Est-ce que vous ne pensiez pas que chaque pays, chaque culture devrait faire son introspection historique et sociale de sa propre culture philanthropique? C'est une bonne question. Je pense que tout le monde a avantage à réfléchir de toute façon sur ses gestes, peu importe lesquels, et même individuellement parlant. C'est un peu ce qu'on souhaitait pour les visiteurs qui allaient qui allaient découvrir notre exposition, c'était qu'ils réfléchissent sur leur propre parcours. Je pense que ça serait pas mauvais de reproduire un peu ce modèle-là aussi de façon plus large. Puis c'est un peu une des raisons qui poussait le musée à vouloir faire cette exposition-là, où, comme je le mentionnais tout à l'heure, souvent les gens ont l'impression au Québec qu'on n'est pas aussi généreux philanthropiquement parlant que d'autres provinces, alors que c'est pas nécessairement le cas. C'est que la philanthropie au Québec va souvent être un peu différente de celle du voisin. C'est la même chose dans tout, de toute façon. Chaque culture a ses paramètres, ces éléments, puis d'une culture à l'autre, il y a des différences. Et c'est peut-être pas mauvais de connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir s'améliorer de toute façon. Non? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'histoire d'une autre facette. On va parler de l'histoire économique, de l'histoire militaire, etc. Mais pourquoi pas l'histoire de notre générosité, qui a un aspect social tellement important. Puis on apprend beaucoup sur notre façon d'être. Donc, je pense que ça serait un beau défi à nos autres collègues des autres musées ailleurs d'essayer, eux aussi, de faire ce voyage-là à travers leur culture, de la générosité chez eux. Et justement, pour rebondir là-dessus, Joanne, on sait que l'éducation et les médias jouent un rôle prépondérant dans la transmission et l'acculturation à la philanthropie. Est-ce que tu penses que les musées devraient prendre une place à leur côté? Oui, bien, en tout cas, ici, au Musée de la civilisation, je te dirais que c'est un peu dans notre ADN, étant donné qu'on est un musée de société. Étant donné que la générosité, c'est notre rapport à l'autre, parce que nous, c'est toujours ça qui nous fascine, c'est notre rapport à quelque chose, mais là, c'est le rapport vis-à-vis l'autre. Je te dirais, ici, notre grand thème ou notre grande phrase, c'est un musée pour un monde meilleur, mais tu sais, ça veut tout dire.
En même temps, ça pourrait être hyper intéressant d'apporter ce côté un peu interdisciplinarité, parce qu'on pourrait prendre un musée d'art, par exemple. Je pense qu'il y aurait un axe possible entre la générosité et les œuvres d'art à travers l'histoire de l'art moderne et contemporain. Un muséum d'histoire naturelle ou un musée des sciences. On pourrait parler de biomimétisme et de générosité aussi, de la façon dont certains animaux organisent leur système d'entraide. Enfin bon, bref, on pourrait creuser le sujet de bien des manières. On va terminer par 3 questions. Est-ce que cette exposition a influencé d'autres projets au sein du Musée des civilisations de Québec? Moi, je te dirais que oui. Quand Générosité a été lancée, il y a une exposition, je te dirais une exposition laboratoire qui a été faite sur l'itinérance. Il y avait déjà des pistes à l'intérieur. Donc, on parlait, ça a été un projet fait avec des gens issus de la rue, avec l'Aube-Rivière aussi. Donc, il y a comme une parenté, je te dirais, au niveau de Générosité. Par la suite, on a eu une exposition qui s'appelait Voisins, voisines d'ailleurs, qui parlait de l'immigration, donc de l'accueil de l'autre. C'était teinté de cette curiosité-là, de notre rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on l'accueille? On accueille l'autre comment? Qui est l'autre aussi? Donc, il y avait une parenté à ça. Et on va avoir prochainement un projet qui va ouvrir, qui est Espace Communauté, qui est un espace qui va être réservé aux communautés pour venir faire des projets ici. Nous sommes présentement en élaboration de notre nouvelle exposition permanente. Et à l'intérieur, il y a une thématique qui va être développée sur l'entraide et les communautés. Puis d'ailleurs, je suis la responsable de cette zone-là, donc ça ne sera pas une générosité plus petit, mais c'est des choses que j'aurais justement aimé parler dans générosité, que je vais pouvoir élaborer là, dans cette zone-là. Donc oui, on est touché par ces choses-là. On a aussi les urbaniculteurs, si je me rappelle bien, j'espère. On a un jardin ici au musée avec des fruits et des légumes qui devraient être donnés aux communautés. Donc, il y a, quand je disais, oui, en tant qu'institution, c'est d'être et de faire, mais je pense qu'on est en train de faire et tout ça. Quel est votre objet fétiche ou votre personnalité coup de cœur de l'exposition que vous auriez envie de faire découvrir à nos auditeurs? Écoute, au niveau de l'objet, je te dirais, il y a un petit ange qui hoche la tête quand on met un petit 25 cents dedans, en porcelaine ou en poterie qu'on retrouvait dans les églises. Puis moi, quand j'étais tout petite, puis j'allais à la messe avec ma grand-maman, c'était dans le village de Noël. Fait que là, on pouvait faire un don. Donc, elle me donnait des sous, puis j'allais faire un don, puis là, ça faisait oui. Donc, c'est ça, c'est un peu cette idée de transmission, là. En tout cas, ça venait me toucher parce que c'est une expérience personnelle. Puis au niveau de nos témoignages, là, il y a la plus jeune... on a la bénévole de 16 ans qui est venue faire son témoignage, là, les yeux qui rayonnaient. Elle nous communiquait finalement le plaisir qu'elle avait d'être bénévole. Ça, j'ai trouvé ça incroyable. Que souvent, on va dire, les jeunes sont égoïstes, sont devant l'ordinateur, mais non, c'est pas vrai. Je serais pas bien original pour le personnage, le témoignage, parce que c'est la même de mon côté, un peu pour les mêmes raisons, dans le fond. C'est la confiance vers l'avenir, c'est le positivisme aussi. C'est sûr que les autres, c'est des beaux témoignages, c'est des apports importants qu'ils ont faits, mais dans ce cas-là, c'est qu'on peut se projeter vers l'avant d'une façon positive aussi. Au niveau des objets, c'est sûr que y a le banc de quêteux dont je parlais tantôt, parce que ça nous permet de le voir d'un autre angle, et qui est associé au banc de quêteux. C'est un objet aussi que j'aime beaucoup. C'est au-dessus du banc qui est ouvert, justement, on a un violon.
ce violon-là a été gossé, comme on dit au Québec, là. Donc, il a été fabriqué par un quêteux lui-même. C'est plus qu'artisanal, c'est même maladroit par certains côtés. On voit des gros morceaux de colle, c'est pas taillé comme un luthier le ferait, mais en même temps, ça illustre beaucoup par rapport au quêteux dont je parlais tantôt, qui va transporter les nouvelles, qui va voyager d'un endroit à l'autre. Souvent, sa façon de payer son gîte, dans le fond, va être par les comptes et par la musique. Donc, par toute la charge que ce violon-là a, c'est un objet coup de cœur. Sinon, ben j'en ai un autre aussi. Moi, c'est le foulard scout. J'ai animé pendant plus de 20 ans. C'est là que j'ai connu mon épouse. Je te sens émotif tout d'un coup. Hein? Ça fait remonter beaucoup de souvenirs à la surface. Allez, une petite dernière. Imaginons que la générosité ait son propre musée et que vous en soyez les conservateurs. Qu'auriez-vous envie d'y montrer? Ce serait quoi votre fantasme de muséologue? L'importance de toutes les communautés, le plus possible, l'ouverture sur l'autre. Bon, on a parlé de quelques-uns des objets. Un autre objet que j'aime beaucoup, qui permet de montrer le côté plus anglo-saxon, donc des protestants, c'est la courte pointe qu'on retrouve dans la vitrine à l'entrée, où cette courte pointe-là a servi pour 2 récoltes de financement pour la fabrication d'une église. Puis 50 ans plus tard, donc chaque personne qui payait un montant, au lieu d'avoir une brique de dessinée sur dans ce cas-là, il y avait leur nom décrit sur un des carreaux de la courte pointe. Puis 50 ans plus tard, cette courte pointe-là qui avait servi pour l'érection de l'église, ben ils l'ont vendue lors d'une vente aux enchères pour faire de l'argent pour réparer des éléments de l'église. Donc c'est un type d'objet, comme on a le bol et la miquenne autochtone pour illustrer le partage. Donc, ça serait vraiment d'avoir des éléments du plus grand nombre de communautés et même à l'intérieur des communautés, si je peux dire, parce qu'il va y avoir des spécificités aussi et ça serait d'essayer d'être le plus large possible et le plus ouvert possible pour illustrer les différentes formes, dans le fond, de générosité. L'œuvre de la soupe populaire, qui est un tableau qui nous provient des Sœurs de la Charité, est aussi un objet que j'aime beaucoup. Une personne qui a bénéficié de la soupe populaire pendant un certain nombre d'années, qui a peint le tableau et qui l'a donné à la communauté des Sœurs de la Charité de Québec pour les remercier de lui avoir permis d'avoir ce service-là. Moi, j'irais plus du côté médiation. J'aime quand les gens se rencontrent. C'est quelque chose que malheureusement, on n'a pas pu réaliser à cause du COVID. On avait une idée de faire des rencontres sous forme de bibliothèque humaine qu'on appelle. On voulait faire rencontrer nos visiteurs avec des gens du milieu qui soit posent des gestes ou des gens d'organismes, faire connaître. Ça serait là un lieu, j'allais dire un agora de rencontres de gens. Puis c'est quelque chose qui a manqué à Générosité à cause du contexte de maladie. Donc, on a pu en faire 1 ou 2 bibliothèques humaines sur celles qui étaient cédulées. Puis les gens qui ont fait ça ont adoré. Donc, ça serait ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.